L'invité. 19h15 sur BFM Business. On va parler du secteur bancaire avec nos deux invités qui sont respectivement donc directrice générale et directrice générale déléguée du Crédit Mutuel Arkea, Audrey. Alors en effet, une gouvernance doublement inédite parce que seule femme à la tête d'une banque en Europe et puis, seul binôme. On accueille ce soir Hélène Bernicot qui est donc directrice générale et Anne Le Goff, directrice générale déléguée d'Arkea. Bonsoir. Bonsoir. Alors peut-être avant de commencer à parler de l'ouvrage que vous avez coécrit ensemble, on va parler de ce qu'est Arkea. Allez-y, expliquez-nous, en quelques mots, Arkea. Septième banque française. Alors, Crédit Mutuel Arkea, c'est la septième banque française. Ouais. Donc, un groupe bancaire coopératif ancré dans ces territoires, avec deux fédérations, donc des agences de caisses locales dans deux régions, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, et une quarantaine de filiales sur le territoire français. Et puis, l'originalité de Crédit Mutuel Arkea, c'est que c'est une banque à mission. Depuis maintenant le mois de mai 2022, c'est-à-dire une banque qui vise à équilibrer à la fois la performance financière et ce qu'on appelle la performance extra-financière, c'est-à-dire qui se fixe des engagements pour avoir un rôle et un impact dans la société. 5 millions de clients et sociétaires, essentiellement basés dans les zones sur la partie ouest du pays ou non, c'est réparti? Non, c'est équilibré. On a 3 millions de clients sur nos territoires historiques que sont la Bretagne et le sud-ouest, et on a une activité qui s'est diversifiée notamment au travers de nos filiales. Donc on a effectivement des clients France entière et même d'ailleurs également à l'étranger. Mais c'est intéressant, vous avez raison de rappeler l'importance de l'impact social et sociétal pour Arkea, ce qui explique aussi très probablement, et c'est ce que vous expliquez ici dans ce livre, la fabrique de la décision, parce que forcément la diversité, la parité, l'égalité des chances et le collectif, ça en fait partie. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous imposer dans ce monde d'hommes? Alors, je crois que déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que si nous sommes arrivés à la tête de cette entreprise... Ça fait 3 ans que vous êtes en binôme. Ça fait 3 ans, voilà. On a pris la tête de l'entreprise un mois avant le confinement. Ça donnera un petit peu des repères. Je crois qu'on est arrivé à un moment où c'était pas un hasard, c'était vraiment un rendez-vous avec une entreprise qui était prête, une entreprise qui avait pris ce sujet de la mixité et de l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de l'entreprise très tôt. 5 ans avant, et donc avec un plan d'action qui a notamment conduit à former les 11 000 collaborateurs à ce qu'était un bien inconscient, ce qu'était un stéréotype, à se mettre un certain nombre d'objectifs. Et aujourd'hui, on est une banque avec un comité exécutif à 38% de femmes, des dirigeants au-delà de 30%, et puis par exemple des directeurs et directrices d'agence autour de 40%. Mais pour reprendre la question d'Audrey, est-ce que ça s'est fait, je dirais pas dans la douleur, est-ce que ça s'est fait de manière poussive? Est-ce qu'il a fallu quand même enfoncer quelques plafonds de verre? Et Dieu sait s'il y en a encore aujourd'hui, malheureusement. Alors, il a fallu en tout cas être très volontariste et déjà d'être aligné sur la vision et sur un constat qui a été fait il y a maintenant près de 8 ans, en fait, ce constat où l'entreprise s'engageait sur le terrain de la responsabilité sociétale et environnementale et où on a présenté effectivement le diagnostic à la direction générale avec ce constat des plafonds de verre en disant c'est pas possible. On ne peut pas s'engager dans une transformation à l'égard et en accompagnant nos entreprises, nos clients et l'ensemble de nos parties prenantes sans se regarder soi-même et sans se traiter soi-même. D'abord, c'est un sujet d'exemplarité et c'est un sujet de performance. Et là aussi, c'était notre deuxième conviction, c'est que derrière cet enjeu, il y avait effectivement cette notion d'être plus performant encore en étant plus inclusif. Et pourtant, aucune autre femme, je le disais précédemment, à la tête d'une banque en Europe. Aujourd'hui, en 2022, comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, probablement, les banques ne sont pas aujourd'hui prêtes et n'ont peut-être pas pris à bras-le-corps le sujet. Moins que d'autres secteurs ou d'activité? Alors, la différence, je pense, entre les banques et d'autres secteurs d'activité, c'est que dans les banques, globalement, il y a des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 50-50, c'est le cas de l'ensemble de la profession. Simplement, il y a un moment, on ne voit plus les femmes. En tout cas, c'était notre cas. C'est encore un petit peu le cas dans beaucoup de grandes banques. Et si on ne prend pas le sujet, encore une fois, à bras-le-corps, à la fois se formant, jouant sur la culture d'entreprise, à la fois en regardant, en faisant un diagnostic pour comprendre le problème et puis en mettant en place un certain nombre de process. Par exemple, un des process qu'on a mis en place, c'est que systématiquement, quand on nomme un directeur, on demande à avoir un homme, une femme, et que le choix arrive jusqu'au dernier moment devant les conseils d'administration. Ça force à systématiquement se poser la question de
est-ce que finalement, j'ai pas une alternative? Mais alors justement, en parlant des conseils d'administration, est-ce que vous dites aujourd'hui, avec le recul, que la loi sur les quotas, et notamment ce qui a été fait au niveau de la loi Copé-Zimmermann, et puis ensuite avec la loi Rixain pour les comités exécutifs, justement, ça a permis d'arriver à une parité sans laquelle on ne serait pas arrivé aussi vite? C'est un levier, indéniablement, c'est un levier. C'est pas suffisant et il faut surtout pas le subir. Et tout l'enjeu, c'est bien effectivement de s'appuyer finalement sur ces leviers-là, mais d'embarquer toute la culture d'entreprise, tous les processus de l'entreprise. Et c'est bien ça qu'on a voulu mettre en place au Crédit Mutuel Arkéa, en embarquant vraiment l'ensemble des collaborateurs, y compris les hommes. Je crois qu'il y avait aussi un enjeu important, c'est que tout le monde soit convaincu que, encore une fois, c'est un sujet de performance et c'est un sujet d'inclusion qui concerne tout le monde, les hommes comme les femmes. Et peut-être, si je puis me permettre, en tirant le fil, ce sujet de la mixité, je pense qu'il vient refléter une des singularités de notre groupe, mais on en a beaucoup d'autres. Et finalement, ce qu'on a mis en place sur la mixité, on le déroule sur un certain nombre d'autres engagements, et notamment notre engagement d'accompagner les transitions. On déroule le sujet en se fixant des objectifs et en avançant ensuite par la preuve, pas à pas, avec des plans d'action très concrets. Par exemple, sur le sujet, je prends l'exemple de la transition environnementale, on est en train de former l'ensemble de nos collaborateurs. On a commencé par nos conseillers à la fresque du climat pour les sensibiliser et se dire c'est quand ils comprendront ces sujets, qu'ils les appréhenderont bien, qu'ils seront les meilleurs pour ensuite les présenter à nos clients. Ouais. Ça, c'est un exemple. On peut en citer effectivement d'autres, mais cet axe de la mixité, c'est le reflet à la fois d'une entreprise engagée et d'une entreprise qui prend des engagements et ensuite qui va mesurer et arriver avec vraiment des preuves. Donc on a développé également une mesure de ces engagements. C'est vrai, c'est important d'embarquer avec cette vision, c'est important de démontrer pour l'interne, de démontrer pour l'externe aussi. Et effectivement, sur ce sujet de la performance globale, on a voulu aller jusqu'au bout en se disant, mais finalement, on dit que c'est un sujet de performance globale, mais comment peut-on le mesurer ? Et sur ce sujet des transitions, on a déployé un outil, et là aussi, on est unique en France et en Europe à avoir déployé cet outil de mesure en euros de notre performance extra-financière, de manière synergique avec notre performance financière. Mais vous êtes unique à bien des égards, parce que si on en revient à la singularité de votre binôme, d'ailleurs vous expliquez sans filtre toutes les interrogations et les remarques que ça a soulevées. Alors on vous a dit, mais qui dirige en vrai un binôme? Ça n'existe pas, tu as le pouvoir. Il faut le garder. Et ça, est-ce que vous pensez que justement réussir à s'éloigner de ces questions d'ego et de pouvoir, c'est ce qui vous permet de vous concentrer finalement sur l'essentiel au quotidien? Et bien sûr, et face à la complexité du monde qui nous entoure, finalement, c'est bien de se dire, et on s'en parle régulièrement, décider à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus puissant, parce qu'on rassemble des points de vue différents, on s'enrichit les uns les autres dans la prise de décision. C'est beaucoup plus serein aussi, parce que on a tout de suite cette capacité à prendre du recul, à partager effectivement les points de vue, à s'enrichir là aussi, et finalement à faire en sorte également qu'on soit beaucoup plus pertinent pour le... Mais vous me parlez aussi justement dans cet ouvrage du cadre légal, notamment du droit des sociétés, qui n'encourage pas du tout cette formule, puisque je le rappelle, dans le cas notamment d'une société anonyme, c'est un seul directeur général qui peut être nommé. Alors est-ce qu'il faudrait légiférer ? Alors légiférer peut-être pas, puisque la preuve, on a trouvé nous la solution pour dire. Vous avez un président au-dessus de vous. Il y a un président effectivement avec qui on travaille régulièrement, ce qui fait une mixité. La mixité, c'est pas nécessairement non plus que des femmes, mais le fait d'être deux à la direction exécutive, ça veut dire alors non pas que toutes les décisions se prennent en tête à tête, certainement pas, mais qu'en fait systématiquement on intègre les différents points de vue dans les prises de décision très importantes de l'entreprise. Et ça oblige à s'ouvrir, ça oblige à écouter. Ça oblige à prendre en compte l'avis de l'autre. Et toutes les décisions ne se prennent certainement pas dans notre bureau entre deux, mais en permanence, en fait, on confronte les points de vue et on avance. Et ça marche. Et ça marche. Oui, ça marche. 2 petites minutes encore. Et un gros sujet quand même, c'est la situation du Crédit Mutuel Arkéa qui essaye, alors c'était un combat d'obtenir son indépendance. Il semble que le projet d'Arkéa de se lancer sous sa propre marque soit remisé. Et que désormais on essaie de négocier une forme d'autonomie au sein du Crédit Mutuel. Ça part de quelle envie, de quel projet? Alors, en fait, le sens du projet n'a toujours pas changé. L'objectif, c'est de conserver ce modèle. On parle de sa singularité, de sa réussite. Conserver ce modèle. C'est un modèle qui est ancré dans les territoires, qui prend ses décisions dans les territoires, qui est aujourd'hui d'une taille, on dit 7e banque en France, d'une taille raisonnable. Et notre inquiétude, c'était de se dire, on risque de se faire diluer dans un grand ensemble si on n'obtient pas les garanties au sein de ce grand
décidantes ensemble pour pouvoir continuer à décider sur le terrain. Donc on avait deux voies, c'est soit d'obtenir les garanties pour rester à l'intérieur de cet ensemble, soit sinon sortir parce que l'indépendance était complètement possible compte tenu de la taille de notre groupe. Et quel est le scénario qui se dessine alors? Donc il y a ces deux voies. Aujourd'hui, on pousse au maximum pour essayer de négocier, essayer de nous permettre au sein de cette confédération de pouvoir avoir finalement les garanties de l'autonomie pour pouvoir continuer à préserver ce modèle original et singulier. Ce sont visiblement des négociations assez ardues, il ne faut pas se le cacher. Voilà, c'est un dossier complexe, mais je pense que derrière cela, l'enjeu le mérite. Encore une fois, ce modèle et la réussite de ce modèle. Je pense qu'il faut aussi rappeler que la trajectoire de croissance de Crédit Mutuel Arkea démontre à quel point ce modèle il est pertinent. Et derrière ce sujet, effectivement, il est complexe, mais voilà, il faut aussi prendre le temps de pouvoir trouver la voie qui permette durablement de préserver ce modèle auquel nous sommes effectivement très très attachés et les territoires également. Et peut-être juste pour répondre à votre question, oui, la négociation elle va être complexe et c'est normal. Maintenant, on va aller au bout de cette négociation. Elle dure depuis combien de temps cette négociation? Ça fait un moment déjà. Ça fait le conflit globalement dure depuis longtemps, donc la négociation elle va prendre un peu de temps, elle va être complexe. Pour autant, si la voie de la négociation nous permet de pouvoir préserver ce modèle, écoutez, on serait ravis. Avec quand même une sortie en 2023. Ça devrait prendre forme. Enfin, quelle que soit l'issue, en tout cas en 2023. On ne s'engagera pas sur des sujets calendriers parce qu'on en a suffisamment donné. Un conflit vieux de 10 ans mérite de prendre le temps nécessaire. Oui, mais il y a eu beaucoup d'avancées récentes. En tout cas, on vous réinvitera pour parler justement de l'issue de ce conflit. Merci beaucoup Hélène Bernicot, Anne Le Goff, respectivement directrice générale et directrice générale déléguée du Crédit Mutuel Arkea. Absolument. La fabrique de la décision, un leadership collectif pour une finance engagée. Voilà, ça s'affiche. On vous encourage à l'acheter parce que c'est passionnant. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées nous voir ce soir sur BFM Business. 19h26, c'est terminé pour aujourd'hui. Terminé, Guillaume, c'est passé vite. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez raté une partie de cette émission, c'est à retrouver en replay. Ça s'affiche sur vos écrans ou sur l'ensemble de nos plateformes et site internet bfmbusiness.fr. L'ambassadeur d'Allemagne en France, Hans-Dieter Lucas, invité d'Edwige Chevrillon dans un instant. Et puis nous, demain, on sera à Lyon, effectivement, pour une émission spéciale Noël. Nous serons du côté de Lyon, dans un centre commercial, pour vous faire vivre l'effervescence du mois de décembre, dans un centre commercial, car il y en a, bien sûr. Très bonne soirée et à très vite. Bonne soirée et à lundi en ce qui me concerne. Bonne soirée. Good Evening Business sur BFM Business.